Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. N'y voyez pas forcément de symbole, cette affaire commence un 21 janvier. Le 21 janvier 1923, nous sommes dans le 8e arrondissement de Paris, 8-9e, enfin en tout cas c'est rue de Rome, 14 rue de Rome, siège de l'Action française, le journal du nationalisme intégral, c'est comme ça que se définit l'Action française, mouvement fondé, vous le savez, par Charles Maurras au moment de l'affaire Dreyfus et qui est devenu un journal extrêmement lu. Une jeune femme de 20 ans, alors il faut que je vous la présente un peu, elle a les yeux clairs, les lèvres serrées, une élégance simple. Elle se présente à l'accueil et elle demande à parler à celui qui est le numéro 2 de l'Action française, grand député monarchiste, volontiers antisémite à ses heures, un homme de grand talent et très dangereux et très redouté de ses adversaires, Léon Daudet. Sauf que Léon Daudet n'est pas là et que Maurras l'est encore moins. La jeune femme insiste, il faut qu'elle parle à un responsable. Alors, finalement, c'est le secrétaire général de l'Action française, c'est Marius Plateau qui reçoit cette jeune femme. Il se trouve qu'il est aussi chroniqueur au journal et, disons-le, c'est un peu l'homme de main. Marius Plateau est le patron des Camelots du Roi. Et les Camelots du Roi sont les gros bras de l'Action française qui sont toujours prêts à faire le coup de main contre les syndicalistes et autres socialistes. La jeune femme s'appelle Germaine Berton. Elle se présente à Marius Plateau comme une anarchiste repentie. Elle dit qu'elle est au banc de son mouvement, qu'ils l'ont virée et que c'est terrible. Elle a des révélations à faire. Il se trouve que ses anciens camarades anarchistes, sont en train de fomenter un attentat contre l'Action française. Étant donné le climat général dans ce début des années 1920, c'est tout à fait possible. Marius Plateau mord à l'hameçon et simplement, il demande des preuves. « Oh mais j'ai des documents, dit-elle, je peux vous les apporter lundi. » Eh bien c'est ce qui se passe. 2 jours plus tard, donc le lundi 23 janvier 1923, il est 1h de l'après-midi, la voilà de nouveau dans les bureaux de l'Action française. Elle va patienter là pendant 2 heures. Marius Plateau, qui rentre de déjeuner, la fait rentrer dans son bureau et on les entend depuis le couloir. Il y a des gens qui passent, qui les entendent discuter. Ça dure 1 heure. On a même l'impression qu'ils sont en train de rire à plusieurs reprises et puis, d'un seul coup, 6 coups de feu. Ça claque, vous savez, 6 coups de feu. Et on voit Marius Plateau qui surgit de son bureau, il a juste le temps de bredouiller. J'ai au moins 2 balles dans le corps et il est en sang, il s'écroule là devant ses collègues qui se précipitent pour l'aider. Il y en a d'autres qui entrent bien sûr dans le bureau, qui trouvent la visiteuse également au sol et la poitrine en sang, puisque à côté d'elle, il y a un pistolet automatique un 6,35 comme on dit. Elle a retourné l'arme contre elle et elle vient de se tirer elle-même une balle. Si je meurs, vous direz à mes camarades que j'ai fait mon devoir. A-t-elle le temps de souffler. Marius Plateau a été atteint dans le dos au moment où il raccompagnait la jeune femme à la porte. Le cœur et le foie ont été touchés. Il va mourir quelques minutes plus tard. Le commissaire, le procureur de la République, le juge d'instruction viennent voir le corps. Bon, ça ne paraît pas faire de doute très important. Il s'agit bel et bien d'un crime politique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle va survivre, elle, Germaine Berton. Elle est soignée à l'hôpital Beaujon avant d'être placée en détention provisoire à la prison pour femmes de Saint-Lazare, qu'on appelle le Lazaro, vous savez, rue du Faubourg Saint-Denis. « Je suis la seule responsable de mes actes, dit-elle. Je ne regrette pas mon geste et je recommencerai. » On a presque l'impression, par certains aspects, sous certaines formes, d'entendre un peu parler une sorte de Charlotte Corday moderne, si vous voulez. Ça va être un peu difficile de défendre ça devant une cour d'assises, évidemment. Pour ce meurtre avec préméditation, Germaine Berton est promise à la guillotine. Et évidemment, même si, il faut le dire, la Troisième République a pris l'habitude d'épargner les femmes. Dans Les acquittements scandaleux des années folles, qui est paru l'an passé aux éditions Michalon, l'an dernier même, c'était en 2024, Marc Edrich explique ceci. Sévérité et clémence, ce fut longtemps le credo de la justice criminelle dans cette France de la Troisième République. Les procès d'assises pouvaient s'achever par des verdicts de peine capitale, mais la sévérité des jurés était le plus souvent compensée par la clémence des présidents de la République qui accordaient leur grâce, clémence relative et qui perdura jusqu'au régime de Vichy.
Germaine Berton est donc en prison maintenant. Elle passe ses journées à lire à Saint-Lazare. Elle se rapproche d'une surveillante qui est sœur Marie-Claudia. C'était les bonnes sœurs qui assuraient la sécurité des prisons. La sœur qui est en plein doute. Et Germaine Berton va tellement bien lui parler, tellement bien la convaincre. Elle est assez incroyable, cette Germaine Berton. Elle arrive à convertir cette surveillante à l'anarchie. Elle va donc quitter les ordres, cette bonne sœur, quitter son poste pour devenir militante anarchiste. À la fin du mois de février 1923, le juge d'instruction interroge Germaine Berton. Il s'appelle Devise, le magistrat. Ça ne s'invente pas. Alors elle explique que son but c'était d'approcher Maurras, mais que Maurras n'est jamais visible, n'est-ce pas? Et Daudet, lui, est trop méfiant, donc il n'était pas possible de l'approcher. Alors elle s'est dit pourquoi pas Plateau, qui quand même était le numéro 3 de l'Action française. Elle considère que l'Action française, c'est comme ça qu'elle voit les choses, pour elle c'est une menace, voire une menace fasciste. On est en 23, autant vous dire que Mussolini vient de s'emparer du pouvoir à Rome l'année précédente. Le directeur du journal L'Action française, Georges Valois, a écrit d'ailleurs à ce propos « Il n'y a pas besoin de fascisme en France parce qu'il existe depuis 20 ans une action française ». C'est d'ailleurs tout à fait la ligne de cette partie de l'opinion à l'époque. Pour Germaine, les camelots du roi sont un peu l'équivalent des chemises noires de Mussolini. Et voilà pourquoi donc elle a visé Marius Plateau. C'était un dangereux agent du fascisme, dit-elle, un ennemi de la classe ouvrière. Il m'a parlé avec cynisme et mépris des ouvriers. Il riait de nos misères. J'étais écœuré. Oui, rappelez-vous qu'elle a fait semblant d'être, elle, une sorte d'anarchiste repenti qui était sortie des rangs de l'anarchisme. Bref, la préméditation, là, ne fait aucun doute. Les preuves sont légion. Le premier rendez-vous à l'Action française a permis à Germaine de repérer les lieux. Elle a acquis le pistolet 2 mois plus tôt. C'est une connaissance, dit-elle, qui le lui a remis, sans livret de nom. De toute façon, les armes à l'époque circulent assez facilement parmi les anarchistes et elle répète qu'elle a agi seule, de sa propre initiative, qu'elle n'est inscrite dans aucun mouvement. Je n'ai obéi qu'à mon cœur déchiré par la souffrance de tous les prolétaires malheureux, parias, traqués et asservis, dit-elle. Le moins qu'on puisse dire est que son discours est parfaitement rodé. Vous écoutez Radio Classique. Germaine Berton a porté un coup au fascisme français. C'est comme ça qu'elle voit les choses. On est en 23, il n'y a pas encore au sens propre de fascisme en France, mais il y en a en Italie. Et elle considère que l'Action française en est le relais français. Elle a travaillé, dit-elle, pour les ouvriers qu'elle a défendus. Évidemment, du côté de l'Action française, où l'on est toujours nationaliste et où l'on continue à rester dans l'affrontement France-Allemagne, on n'en croit rien. Une balle allemande a tué Marius Plateau, le crime est flagrant, les inspirateurs sont connus, écrit l'Action française. On est, vous voyez, 4-5 ans après la fin de la Grande Guerre. Et pour les gens de l'Action française, l'Allemagne reste l'ennemi. La France éprouve les plus grandes difficultés à obtenir à l'époque le paiement des réparations de guerre. C'est toute la question. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, ça nous paraît presque oublié cette histoire. Mais à l'époque, c'était une obsession. L'Allemagne avait cessé les livraisons de bois qu'elle devait à la France et en rétorsion, Mitterrand et Poincaré, donc respectivement président de la République et président du Conseil, parce qu'ils estimaient qu'on avait... Mais d'ailleurs, c'était la vérité. Les clauses du traité de Versailles avaient été violées. Donc, ils ont décidé d'envahir la Ruhr. C'était le 10 janvier 23. Vous voyez, on est 2 semaines avant l'assassinat de Plateau par Berton. Et le jour du crime, les ouvriers de la Ruhr, justement, s'étaient mis en grève à l'appel des industriels allemands. Si l'on en croit Léon Daudet, qui donc, vous l'aurez compris, le numéro 2 de l'Action française, la meurtrière a choisi à dessein cette date pour encourager les grévistes allemands. Thèse totalement démentie par l'instruction. D'ailleurs, le juge Devise a fait son travail, il a montré qu'il n'en était rien. Il a cherché des complicités, il en a vraiment cherché, il n'en a pas trouvé. Ni du côté anarchiste, ni du côté allemand, ni même du côté bolchevique d'ailleurs, parce que faut pas oublier non plus la révolution russe qui a eu lieu là-bas de l'autre côté. Bref, Berton semble bien avoir agi seul. Quant à la presse républicaine, alors elle profite de l'affaire pour accuser l'Action française d'instiller partout la haine et la violence. Berton reçoit toutes sortes de soutiens, même parmi un mouvement qui vient de naître, rappelez-vous, on en parlait il n'y a pas longtemps, les surréalistes, bien sûr.
Le procès va s'ouvrir et vous imaginez que c'est un procès plus que suivi, très suivi. Il ouvre 11 mois après le meurtre, le 18 décembre 1923, devant la cour d'assises de la Seine, au palais de justice de Paris. À l'époque, il y a encore un département de la Seine pour Paris. Dans la salle, vous imaginez l'ambiance électrique, vous avez tous les syndicalistes, anarchistes bien sûr, bref, et tous ceux qui maintenant sont les nouveaux soutiens de Germaine, et de l'autre, l'Action française qui se serre les coudes, au milieu un service d'ordre qui essaie d'éviter que tout ça ne dégénère, on a mobilisé la garde républicaine devant les grilles du palais où les vendeurs de l'Action française et du Libertaire sont en train d'essayer de se donner des coups de poing, 12 jurés, qui sont à l'époque uniquement des hommes, à l'époque les femmes n'ont pas les droits, notamment le droit de vote, vous savez. Ces 12 jurés parisiens sont installés. Marc Edrich nous dresse la liste de leurs professions. Un fabricant de tôlerie, un coiffeur, un boulanger, un géomètre, un libraire, un ancien directeur d'usine, un négociant, un contremaître, un chef comptable, un employé de ministère et enfin un représentant. On peut dire que la société française est relativement bien représentée. Enfin, c'est plutôt la petite bourgeoisie qui serait représentée dans ce jury. Germaine Berton paraît bien coiffée, coquette, la voix douce. Elle a 21 ans, elle est très surprenante. On ne s'attendait pas à la voir comme ça. Et le président, il fait son travail, il déroule l'enquête de personnalité. Qui est cet accusé? Comment est-ce qu'elle est arrivée là? On parle de son enfance heureuse. Son père mécano à Puteaux, puis à Tours, républicain, franc-maçon et anticlérical. Sa mère est une institutrice dans une congrégation religieuse. La petite est bonne élève, elle décroche d'ailleurs son brevet. Elle entre à l'école des Beaux-Arts et à 12 ans, elle surprend son père en larmes devant son journal. On vient d'assassiner Jaurès. Ça l'a bouleversé, profondément bouleversé de voir son père dans cet état. Son père qui rend ouvertement les nationalistes responsables de l'assassinat de Jaurès et qui répète à sa fille « C'est Daudet qui a tué Jaurès, c'est l'Action française qui a tué Jaurès ». Et c'est vrai que dans l'Action française, Daudet a écrit « Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement ». Voilà le genre de littérature qu'on peut lire juste à l'aube de la Grande Guerre, qui éclate cette guerre, bien sûr, à Tours. Germaine s'est amourachée d'un jeune soldat de passage. Quelques jours plus tard, elle apprend que son amour a été tué au front. Ça, c'est un désespoir terrible pour elle. Elle va se jeter dans la Loire. Elle se suicide, elle a ce tempérament suicidaire, on va la repêcher pour tout vous dire, et elle développe à partir de là, du fait de cet amour brisé, de cette tragédie intime, elle va développer un antimilitarisme viscéral. En 1918, son père vient aussi à mourir. Germaine doit abandonner ses études pour travailler à l'usine. Elle est malheureuse, là, maintenant. Elle est pleine de colère. Elle va se syndiquer, elle entre à la CGT. Elle se veut elle-même révolutionnaire. Vous voyez comment s'est opéré le passage, si je puis dire. Un de ses patrons dit d'elle qu'elle est une vierge noire. L'expression est assez juste et belle pour la définir. En mars 19, l'assassin de Jaurès est jugé, vous savez, on est juste au lendemain de la guerre, et incroyable mais vrai, j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter ça à cette antenne, l'assassin de Jaurès, Raoul Villain, est acquitté. Alors ça paraît stupéfiant pour Germaine Berton, qui va rejoindre, en s'installant à Paris, les mouvements anarchistes. Elle écope de 3 mois de prison pour avoir giflé un policier. Elle est même renvoyée du journal Libertaire pour vol. 2 de ses amants se suicident. Le premier parce qu'il refuse de faire son service militaire. Et le deuxième, c'est Philippe Daudet, le fils de Léon Daudet, qui est en opposition radicale avec son père. Vous voyez un peu quand même les circonstances de la vie de cette Germaine qui va basculer dans l'action violente. Et donc le 21 janvier 23, vous vous rappelez ce qu'elle a fait. Je suis venue pour assassiner Léon Daudet. J'ai voulu l'empêcher de réaliser en France le fascisme, dit-elle. Évidemment, la presse va dire c'est la Charlotte Corday des anarchistes. Alors le président Fressard lui demande si elle n'a pas tremblé. Je mentirais si je disais que je n'ai pas eu un moment de sensibilité au moment de tuer un être humain. Oui, j'ai eu une minute d'émotion, mais une fois l'acte accompli, je n'ai pas eu de regret et je n'en ai pas aujourd'hui, dit-elle. On pourrait dire que c'est une circonstance aggravante. Et puis, on évoque quand même la victime, Marius Plateau. Ses amis rappellent sa bravoure pendant la Grande Guerre. Évidemment, on attend Léon Daudet à la barre.
Marc Edrich raconte la scène. Quand le témoin Léon Daudet se présente à la barre, toute l'assistance retient son souffle. Le colosse que la gauche appelle le Gros Léon fusille l'accusé de son regard sombre et conclut sa déposition très à charge par cette formule reprise par la presse. Charlotte Corday a châtié un criminel. Germaine Berton a frappé un héros. Et sans scrupule aucun, Germaine Berton toise ce témoin et déclare, nous dit Marc Edrich, « Je regrette douloureusement d'avoir tué Marius Plateau à votre place. » Vous imaginez l'agitation dans la salle d'audience. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette salle d'audience est en train de se transformer en une espèce de chaudron. Les témoins politiques défilent les uns après les autres. Léon Blum est là, qui dit « Le sang ne lave pas le sang et toutes les formes de talion, même judiciaires, n'ont d'autre effet que de prolonger le fanatisme. » On a envie de dire la voix de la raison, mais il n'y a pas que ça. Tout le monde s'invective là-dedans. On rappelle bien sûr la violence d'un côté des camelots du roi. On rappelle l'acquittement de Raoul Villain. Maurras, assume la violence des camelots du roi. Il défend même à la barre la violence au service de la raison, dit-il. Violence dans la salle, ça vocifère dans tous les sens. Le président doit faire évacuer à plusieurs reprises, ce qui n'est pas fréquent. Sommes-nous encore aux assises ou à la chambre, s'interroge le petit Parisien, à une époque où, un peu comme aujourd'hui, me direz-vous, les débats à la chambre sont assez houleux. Dernier jour, ce sont les plaidoiries. Le procureur, qui s'appelle Monsieur Cherlin, était resté en retrait pendant tous les débats. Il requiert quand même la peine capitale à cause de la préméditation avérée. Et quant aux avocats des parties civiles, Maître Campinchy met les jurés en garde. « Oh, on va vous plaider le meurtre légitime parce qu'on a assassiné Jaurès. Alors songez au crime futur. Son acquittement justifierait tous les crimes. Êtes-vous des partisans ou bien êtes-vous des juges ?» demande l'avocat des parties civiles. C'est Maître Torres qui défend l'accusé. Lui aussi regarde les jurés dans les yeux. « Il faut que vous acquittiez Germaine Berton, leur dit-il. S'il en était autrement, votre verdict frapperait Jaurès une seconde fois. Il faut que celle qui frappa pour venger Jaurès aille rejoindre Villain dans l'absolution et demain dans l'oubli. » Et là, les jurés se retirent. Franck Ferrand sur Radio Classique. La délibération ne va pas être longue, 30 minutes seulement. Et voilà le verdict tel que le président va le lire. À la question « La fille Berton est-elle coupable d'avoir tué Marius Plateau ?» les jurés ont répondu « non ». Vous imaginez le tollé dans la salle. En conséquence, la Cour prononce l'acquittement de Germaine Plateau, qui se lève et qui dit « Merci, messieurs les jurés ». Ils n'ont pas voulu l'envoyer en prison plus longtemps et son avocat, Maître Torres, est lucide dans le commentaire qu'il va faire devant la presse. Ce sont les acquittements de Villain et de Madame Caillot qui ont influencé le jury. Les assassins de Jaurès, de Calmette, le directeur du Figaro, avaient été acquittés, vous vous rappelez quand même. Incroyables histoires. Ce sont tous ces acquittements inouïs qui ont justifié ce livre sur le livre de Marc Edrich sur les acquittements scandaleux des années 1920. Il faut supprimer le jury, clame le Figaro. Et l'Action française dit, la prochaine fois, on n'acquittera pas, on décorera. En tout cas, Germaine Berton est libre. Un an plus tard, en 1925, le directeur du journal L'Action française créera bel et bien le Faisceau, qui est le premier mouvement fasciste français, inspiré des faisceaux de Mussolini. Ça, c'est Georges Valois. Alors, il a fait ça contre l'avis et contre l'opinion de l'Action française, qui, elle, est restée plus traditionnellement royaliste. Alors, que va-t-elle devenir, Germaine Berton, qui disait qu'elle faisait ça pour éviter le fascisme en France et dont les agissements de Georges Valois auraient presque pu lui donner raison a posteriori? Eh bien, elle va poursuivre son activisme et elle va être condamnée à 3 mois de prison pour avoir participé à une manifestation interdite alors qu'elle était armée. On a l'impression que tout ça ne lui a rien appris. Et elle va une 3e fois tenter de se suicider. Et puis la quatrième sera la bonne, en 1942. Vous écoutez Radio Classique.